Malouin, bonjour Malouine. Après une période d'interruption, Parole de Malouin reprend son activité. On est dans le cadre des élections à venir et aujourd'hui on est avec Michael Romé, donc membre de la Confédération Paysanne. J'aimerais bien que tu nous dises quand même un mot, que les Malouins et les Malouines puissent savoir un peu qu'est-ce que c'est que la Confédération Paysanne. Bon, en fait, après-guerre, il y a eu la JAC, la Jeunesse Agricole Chrétienne, en fait, qui était un seul syndicat. Oui. Et ensuite, il y a eu, il y a à peu près 35 ans, 40 ans, des paysans travailleurs. C'était Bernard Lambert, en fait, qui était un peu à l'initiative de ça. Et en fait, ils ne se retrouvaient pas dans le modèle ultralibéral, c'était vraiment défendre une agriculture sociale qui crée des emplois. On ne parlait pas d'environnement, on parlait vraiment du social. Et moi, j'ai connu ça il y a encore 20 ans. La Confédération Paysanne défendait les petites fermes. Donc, il y avait des petites fermes qui étaient intensives, mais ça créait des emplois. Et ce qu'ils défendaient, c'était le revenu des paysans. Donc, défendre le cours du porc, le prix du lait, le prix du blé, c'était ça la base. Et ensuite, un peu plus tard, en 92, il y a eu la PAC. Arrivé un troisième syndicat, qui est la coordination rurale. Oui, mais attends, donc la création de la Confédération Paysanne, c'est 1987. Hein. C'est 1987, oui, c'est ça. Et c'est donc dans ce contexte-là de la fin de quelque chose ou C'est ça, en fait, on ne se retrouvait pas, enfin, les gens ne se retrouvaient pas avec le côté très libéral, où il fallait produire à outrance, où on commençait déjà, il n'y avait pas la PAC, mais à couler par exemple des bateaux chargés de beurre qu'on balançait dans la mer parce qu'on était en surproduction. Et c'est l'État en fait qui payait cette surproduction et qui indemnisait les industriels en fait. Ça a commencé comme ça. Et en fait, nous on comprenait pas le sens d'une agriculture comme ça, qui était hyper productiviste et qui pensait que déjà à vendre à l'export, quoi, en fait, et plutôt que de défendre déjà des prix de base qui défendent les paysans, quoi. Des fermes, pas des firmes. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors toi, Michael, tu es donc un acteur local du syndicat agricole. On peut dire syndicat agricole ou comment tu... Oui, syndicat agricole, voilà. Oui. Comment tu te retrouves là-dedans? Qu'est-ce que toi tu cherches dans cette... Il y a toujours cette dimension sociale. Hein. C'est vraiment ce qu'on veut, nous, c'est des paysans nombreux. Voilà, 3 petites fermes valent mieux qu'une grande. C'est vraiment, en fait, on a besoin de travailleurs. En fait, on nourrit les gens, évidemment. On essaie de faire une agriculture saine. Mais en fait, on a besoin de bras. Si on veut des paysages demain qui soient jolis, entretenir les haies, diversifier, une agriculture diversifiée, hein, pas faire que du lait et du porc, mais aussi faire des légumes, faire de toutes sortes de produits. Hein. Fruits et légumes, c'est la catastrophe. On est quasiment pas autonome, alors on sait faire ça en Bretagne. Donc ça a du sens. Et en fait, moi, mon père était aussi agriculteur, syndiqué. Il s'est battu contre les quotas laitiers en 84. En gros, à l'époque, on disait, si tu as moins de 100 000 litres de lait, tu disparais, quoi. Et à l'inverse, celui qui a plus de 100 000 litres, on lui a dit, toi, tu vas te ragrandir. Donc, il y avait une injustice vraiment sociale. Et moi, j'ai grandi là-dedans, et évidemment, ça m'est resté. Et aujourd'hui, je me retrouve complètement. Maintenant, Confédération Paysanne, on a évolué aussi plus, parce que la société a évolué, sur le côté environnemental. Parce qu'en fait, il y a plus de bio, et tant mieux. Et en fait, nous, on défend une agriculture, évidemment, qui est aussi donc sociale et environnementale. Ça, c'est important. Et on cherche aussi, c'est pas qu'on cherche, mais on a des ponts réguliers avec la société civile qui s'inquiète de ces paysages, de l'agriculture, la qualité de l'eau, de l'air qu'ils respirent. Et donc, en fait, on sent qu'aujourd'hui, en fait, face à des politiques ultralibérales, qui défendent qu'un modèle d'agriculture exportatrice, nous on ne se retrouve pas. Donc d'où l'intérêt d'un syndicat comme le nôtre pour se battre contre le Mercosur, pour se battre contre la loi du plomb et ainsi de suite, quoi. Ouais. Alors loi du plomb, bien sûr, un petit clin d'œil à Monsieur Bourgeot, député. Alors dis donc, sur ton exploitation, là, est-ce que tu peux nous donner qu'est-ce que tu fais concrètement là sur Donc l'exploitation, en fait, je fais partie de la 4e génération, je suis né dans cette ferme. À l'origine, il y avait 16 hectares du temps de mon grand-père. C'était une jolie ferme, un pomme de terre qu'on expédiait à la gare de Dole, qui allait en Angleterre. Et ici, c'était l'élevage. Donc mon père a commencé par un élevage laitier.
en 72 et en fait à l'époque il fallait aussi produire du hors-sol, donc un élevage porcherie, une petite porcherie. Et moi j'ai repris la ferme, j'avais 21 ans en 94 et j'ai repris l'atelier vache mais allaitante et non laitière. Donc aujourd'hui il y a 57 hectares et je vis avec ma compagne qui elle fait du pain. Donc on est à deux à vivre sur les 57 hectares. Et à partir de notre blé, elle fait du pain. Et autrement, on a créé aussi, il y a 11 ans, un atelier de cochons plein air. Donc on fait 40 cochons à l'année élevés en plein air. On est naisseur-engraisseur, 55 vaches allaitantes. Et tout est vendu en circuit court. Alors, est-ce qu'on peut dire quelque part que, en fait, il y a un double enjeu. Il y a l'enjeu d'un développement d'une agriculture paysanne, mais également donc cette volonté d'avoir un accès à une alimentation de qualité. Hein. Ça résume un peu les... Non, ou... Eh ben, c'est ce qu'on voudrait en fait. Oui. On a les outils, aujourd'hui on a les outils pour le faire. On a la PAC. La PAC c'est 9 milliards. Logiquement, 9 milliards aujourd'hui, il reste moins de 400 000 fermes. Donc logiquement, ça devrait faire 22 000, 23 000 euros par ferme. Malheureusement, 25% des fermes n'ont quasiment rien. Moins de 5 000 euros ou pas. Et en fait, il y a une mauvaise répartition. Donc déjà voilà, c'est qu'on sent que la politique agricole, elle n'aide pas. Mais en fait, qui c'est qui nourrit localement les gens ici? C'est les petits maraîchers, hein, mais qui eux n'ont pas d'aide PAC en fait. Et à l'inverse, celui qui est un gros producteur céréalier, qui vend à l'exportation pour la Chine ou pour l'Afrique, lui, il reçoit beaucoup de PAC. Et en fait, nous, ce qu'on défend, c'est une agriculture, une vraie souveraineté alimentaire, c'est que les gens ont le droit de manger, pas parce qu'on est pauvre qu'on ne doit pas manger de la bonne nourriture, tout le monde devrait avoir accès à une alimentation saine et à des prix abordables, quoi. C'est vraiment ce qu'on défend. Et ça, on pourrait le faire grâce à la PAC. Si la PAC était mieux orientée à l'actif, par exemple, plutôt qu'à l'hectare, parce que c'est le cas aujourd'hui, c'est pour ça que les gens s'agrandissent, plus on a d'hectares, plus on a de primes, que si on donnait un forfait par actif, eh ben déjà, on rebattrait les cartes, les gens iraient moins courir sur la terre et les petits maraîchers pourraient plus facilement vivre de leur travail, quoi. Ouais. Alors la PAC, c'est vrai, c'est donc la politique agricole commune hein, de l'Union européenne, mais localement, je pense qu'il y a plein d'initiatives. Il y a quand même au niveau des politiques une prise de conscience qui ne se matérialise pas toujours en des choses hyper concrètes, mais je pense que dans les échéances électorales à venir, il peut y avoir de la bonne volonté politique. Hein, Oui. Je pense Oui. et toi, comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, à des communes qui souhaitent bifurquer, aller vers quelque chose de différent, notamment toi, Restauration la collective. restauration collective, tu vois, des cantines scolaires. Hein, Là, cantine scolaire qui est, entre parenthèses, une invention presque française. Tu vois. Il y a très peu de pays qui ont un système où, en fait, on permet à tous les enfants d'avoir accès à une alimentation. Et comme tu dis, le problème, c'est un peu le cul de qualité qui n'a pas été... hein, c'est ça, voilà. c'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des gens qui sont de bonne volonté? En fait, déjà, c'est répertorié sur son territoire, les producteurs qui sont capables de répondre à une demande, en fait. Hein. Par exemple, si c'est quelqu'un qui veut 500 kg de pommes de terre ou 100 kg de blanquettes de veau, voir les opérateurs qui sont sur le territoire qui pourraient le faire. Et je pense que, en fait, il y a moyen. Aujourd'hui, il y a moyen. Parce que la bio, c'est un peu plus de 10% quand même en Bretagne, quoi. Donc, et en fait, surtout, ce qu'il faudrait, c'est déjà respecter la loi. Et les élus devraient respecter la loi qui s'appelle la loi Egalim. C'était 50% de produits locaux, dont 20% de bio. Donc déjà, si les élus locaux appliquaient cette loi Egalim, parce que c'est quand même à eux de montrer l'exemple, eh bien, je pense que l'agriculture locale se porterait mieux. Et en fait, aujourd'hui, les petits maraîchers, des fois, s'ils sont tous les uns sur les autres au bord de la côte, où il y a du pouvoir d'achat, ont des fois du mal à vendre leurs légumes. Donc il suffirait tout simplement de faire un travail de mise en relation de producteurs avec des collectivités. Ça marche très bien dans le bassin rennais, et je pense qu'on pourrait très bien le faire à des petites communes comme on a par ici. Après, ça évolue un petit peu. Moi, je vois à Baguet-Morvan, c'est jumelé avec Épignac pour faire une cantine comme ça, en fait, où ils sont sortis du contrat style Resteco ou choses comme ça, ouais. Pour pouvoir avoir leur propre cantinière. Ça a un coût, c'est sûr, mais en fait, c'est de l'économie locale et puis durable surtout, quoi. Enfin, et ça, c'est important. Et surtout, en qualité... Il y a un enjeu de santé publique, parce que si on apprend à nos enfants à manger convenablement,
c'est toutes les maladies chroniques là, qui se développent qu'on peut peut-être enrayer. C'est un enjeu de santé essentiel. Complètement. Hein. Ouais. L'éducation, elle est aussi, elle est aussi alimentaire. Et en fait, le pas cher, en fait, a ses limites. Aujourd'hui, on sait qu'on voit bien, on arrive dans un monde fini, on connaît ses limites. Hein. Il y aura une fin de pétrole un jour. Et en fait, l'agriculture industrielle, elle est basée que sur, à la base, avant de travailler, c'est l'ammonitrate qu'on achète à Poutine, malgré l'embargo. C'est le soja qu'on fait venir du Brésil. C'est donc la déforestation derrière. C'est plein de travailleurs détachés qui travaillent dans l'agroalimentaire, qui veulent plus aller. Les Français ne veulent pas travailler dans les abattoirs et choses comme ça. Et en fait, déjà là, en fait, on n'a pas de souveraineté alimentaire. À l'inverse, l'agriculture paysanne, en fait, l'agriculture locale n'a pas besoin de tous ces artifices pour produire. Et là, donc la vraie souveraineté alimentaire, elle commence par là, par faire vivre les paysans localement, qui nourrissent localement leurs voisins, et à commencer par les cantines, les écoles. Et en fait, souvent, le pas cher, on dit c'est pas cher, mais en réalité, quand c'est pas cher, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on paye, généralement, on paye 3 fois. On paye avec ses impôts, on paye des subventions qui peuvent être la PAC. On paye aussi la dépollution de l'eau. 54 milliards de dépollution de l'eau en France, c'est énorme. On paye aussi avec la carte santé. La carte vitale, indirectement, on paye tous les dommages collatéraux de l'agriculture industrielle qui pollue l'air, qui pollue l'eau. Et donc, en fait, le pas cher, finalement, nous coûte très cher. Donc, je pense qu'un élu qui est convaincu de ça, il peut aujourd'hui, il peut mettre en place, à son échelle, une agriculture locale qui travaille avec les collectivités, même les maisons de retraite aussi, il ne faut pas les oublier. Hein. Il ne faut pas oublier que son premier médicament, c'est son aliment, quoi. Donc même les maisons de retraite, qui elles ne ferment pas en juillet-août, pourraient consommer des tomates locales, par exemple. Alors, tu penses que sur le bassin de Saint-Malo, tu confirmes que, parce qu'il faut qu'on aille vers les bonnes nouvelles, hein, tu vois. Tu penses que sur le bassin de Saint-Malo, on est capable de, par exemple, fournir toutes les cantines scolaires, les EHPAD, en circuit court et bio, dans un délai, voilà. Oui. Explique-nous ça. Oui, si, quand on a la volonté politique de faire, on peut le faire. Aujourd'hui, nous, on a la chance, hein. L'île-et-Vilaine, on prend le Cancale, Saint-Malo, on a ce qu'on appelle des terres non gélifs. C'est des terres qui vont quasiment pas avoir de gelée l'hiver. Donc on a une terre en plus qui est une terre à légumes en fait. C'est de la très bonne terre pour faire les légumes. Donc il y a encore un savoir-faire des gens qui font des légumes. On sait faire du chou-fleur, mais par contre on l'expédie. On l'expédie à l'autre bout de l'Europe et parfois congelé. Donc, alors que localement, le petit maraîcher, lui, il n'a pas forcément les bonnes terres pour faire pousser les choux-fleurs. Les collectivités ne trouvent pas non plus ces choux-fleurs abordables. Donc en fait, c'est une question de volonté politique et une politique agricole aussi, quoi. Donc on a le savoir-faire, on a la production, mais on n'a pas cette répartition, quoi. Aujourd'hui, on produit en masse, on va expédier nos pieds de cochon en Chine, on va de la poudre de lait, on va l'expédier en Afrique, par exemple, ou un excédent de poulet, pareil, quoi. Mais à côté de ça, on est en déficit énorme en fruits et en légumes qu'on va faire venir d'Espagne et d'Italie, alors qu'on sait faire ça chez nous, quoi. Et est-ce que tu crois qu'au niveau parce qu'un paysan, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval non plus, hein, c'est des métiers techniques. Est-ce que tu penses qu'on a aussi humainement les gens qui seraient en capacité de reprendre ces exploitations, Complètement aussi, ouais. oui. Ouais. En fait, il s'avère que je ne me suis pas non plus complètement présenté, mais je représente la SAFER, la Confédération paysanne. En fait, les 3 syndicats agricoles siègent à la SAFER, donc c'est là où on attribue les terres. Et en fait, ceux qui s'installent sur des petites surfaces, essentiellement en maraîcher, veulent être propriétaires. Et ça se comprend, parce qu'il faut faire un forage, il faut des fois investir dans un tunnel, ou voilà. Et en fait, on les voit, les candidats, ils sont là. Il y a des candidats. Il y a des jeunes qui sont hors cadre familial, même des jeunes qui ont fait agro-paritech, hein, qui ont des sacrés bagages. Et on sent qu'il y a un retour à la terre. Ça, c'est une évidence. Mais le problème, c'est l'accès aux terres. C'est l'accès aux terres. Et ça, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, il y a la PAC. La PAC fait que, aujourd'hui, on a souvent des voisins qui ont déjà lorgné depuis des années sur la ferme d'à côté. Parce qu'ils se disent, si on la prend, on aura plus de PAC. Et donc, les fermes partent les 3/4 du temps. Les 3/4 du temps, les fermes partent à l'agrandissement plutôt qu'à l'installation, quoi. Donc un petit jeune qui arrive, s'il n'est pas issu du milieu, qui ne connaît pas le cédant, c'est très compliqué d'installer un jeune. D'où l'intérêt peut-être d'avoir des collaborations avec les communes
qui Oui. peuvent assurer aux jeunes un débouché sur... C'est ça. voilà. Ouais, Ouais. on le voit. Alors, il y a quelques, justement, là, ça fait, j'ai vu quelques dossiers comme ça où c'est carrément des collectivités, des communes ou des com qui achètent des terrains, qui achètent 3-4 hectares, tout proche du bourg, et qui vont aller chercher les terres et qui ensuite vont faire un appel à candidature pour aller chercher un maraîcher. Et donc, on commence à avoir cette initiative-là. Bon, certains voient ça plutôt d'un mauvais œil parce qu'ils ne comprennent pas trop que les collectivités s'intéressent à ça. Mais pour moi, si, les collectivités, elles ont tout intérêt à s'occuper, ça les concerne, quoi, de choisir leur agriculture. Enfin, parce que si on laisse le système libéral, aujourd'hui, c'est le système libéral qui va imposer son modèle agricole qui est à fond sur l'exportation et qui demain, de toute façon, ne fera plus l'agriculture, fera de l'énergie. Donc là encore, on part dans d'autres dérives. Mais... Alors justement, en venant te voir sur la route entre Saint-Malo et Dole, avec Alain, on a vu une espèce de nouveau bâtiment, là, assez spectaculaire quand même, hein, un dôme énorme. Alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est la méthanisation. Donc la méthanisation, certains appellent ça les biocarburants, biogaz. En fait, moi je disais, c'est une question de curseur. Dans la vie, on a tout le temps besoin de curseur. Voilà, il faut savoir où le mettre. C'est vrai qu'on a des grosses fermes qui produisent des effluents d'élevage, que ce soit du lisier, du fumier. Il y a une perte d'ammoniac qui part dans l'atmosphère. Et effectivement, c'est vertueux que de récupérer cela pour faire du gaz. Là-dessus, rien à dire. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on veut aller très vite dans ce domaine-là. Et en fait, on incite les agriculteurs à le faire, moyennant le prix de rachat 4 fois au-dessus du marché. Donc le gaz, par exemple, est acheté 4 fois au-dessus du marché. Et en fait, ce qui est rentable, c'est de mettre du maïs en silage. C'est du maïs plante entière, broyé, qui normalement est censé nourrir les vaches, donc nourrir les animaux qui ensuite vont nourrir les hommes. Et bien là, en fait, on met des centaines d'hectares, des centaines sur la Bretagne, c'est des centaines d'hectares. Rien qu'à Dole, il y a 4 métas qui absorbent au moins 50 hectares chacune. Rien que sur Dole, on a 200 hectares qui sont détournés de l'alimentation humaine, en fait, qui servent qu'à faire de l'énergie. Et ça, c'est une aberration totale. Mais économiquement, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, en fait, on sent c'est hyper individuel, parce que ces gens-là, en fait, ne pensent pas à leurs voisins. Leurs voisins, des fois, il y a une sécheresse, ont besoin d'acheter du maïs sur pied. Et bien, en fait, ils sont en concurrence directe avec ces gens-là, qui peuvent mettre 2000 € sur un achat de maïs sur pied d'un hectare, alors que ça vaut 1200, 1300, 1500 si c'est du très bon maïs. Et en fait, il n'y a pas de solidarité entre les agriculteurs, parce qu'en fait, c'est du chacun pour soi. Et la méthanisation, en fait, ça pourrait être une bonne chose si c'était fait qu'à l'échelle d'une ferme, pour ne pas avoir de pertes, mais pas dans des choses comme ça qui sont surdimensionnées. Et en fait, ça consiste à détourner les terres agricoles et surtout à artificialiser les sols. Ce sont les mêmes qui pleurent, qui disent on artificialise les sols via la construction dans les bourgs et dans les villes. Et c'est les mêmes aussi qui détournent ces terres agricoles censées être alimentaires pour faire de l'énergie. Donc à ce moment-là, moi je dis qu'il faut supprimer la PAC à ces gens-là. Parce que la PAC, c'est des aides de la politique agricole et non pas de la politique énergétique. Donc il est grand temps que là encore, les élus s'accaparent du sujet et que si on veut demain nourrir localement tous nos citoyens, il faut que les terres agricoles restent nourricières et non pas à l'énergie. Et là, c'est un sacré sujet. Alors, on est chez toi, là, tu nous as gentiment accueillis dans ton univers là, qui est remarquable. Hein. On est entouré d'animaux de toutes sortes, voire exotiques, hein, des pans. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour terminer le sujet de positif là? Quelles sont les bonnes nouvelles? Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles à donner aux Malouins et aux Malouines? Il y a quand même des bonnes nouvelles. C'est qu'on sent que la Bretagne, elle est attrayante. Malheureusement, le réchauffement climatique, il est en route, qu'on y croit ou pas. On sent que nous, la Bretagne, pour l'instant, on ne souffre pas trop. Et je pense qu'on sera encore des privilégiés encore assez longtemps. Moi, je vois, quand on part en vacances, on passe la Loire et les paysages changent. Donc la Bretagne, elle reste attractive. Et il y a encore des jeunes qui veulent s'installer. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il faut vraiment il y a une volonté politique à soutenir ces petits paysans qui sont là, qui ont besoin de vivre. Et puis surtout, on a eu plein de crises. On a eu des crises alimentaires, des crises sanitaires et ainsi de suite. Mais on n'a pas encore connu la crise alimentaire. Mais malheureusement, je crains qu'elle arrive un jour, ne serait-ce que par une sécheresse sur un continent. Et ça peut faire exploser le prix de l'alimentation. Et là, on va se rendre compte qu'on a besoin de nos paysans. Et ça peut arriver demain. Donc, il est urgent de s'accaparer du sujet agricole. C'est pas à l'agroalimentaire, c'est pas à la FNSEA de décider. C'est vraiment nous, les citoyens, les politiques locaux, de choisir son agriculture pour demain.
On va paraphraser Lénine. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Voilà. Eh bien, donc, voilà, on va s'arrêter là pour cet après-midi. Donc, affaire à suivre. Il y aura d'autres interviews, d'autres vidéos. Et on vous dit donc à très bientôt.